Bienvenue Safia sur le plateau de Débit TV. Merci Céline de m'accueillir. On est là aujourd'hui pour parler de toi, de ton parcours. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots? Oui, donc Safia Moeb, j'ai 54 ans. J'ai un parcours en fait, dans l'éducation spécialisée en tant qu'éducatrice et puis, directrice, et depuis quelques années, je suis, coach et consultante. OK, OK. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance? Qu'est-ce qui, dans ton enfance, a façonné un peu ton parcours de vie? Alors ce qui a façonné mon parcours de vie, c'est, le rapport, à l'apprentissage et au savoir. OK, Puisque, j'ai des parents qui étaient illettrés, mais d'un très grand savoir, et qui nous ont poussés, parce que ce que je dis, c'est valable pour moi, mais comme pour toute notre fratrie, heu et ils ont toujours mis en fait la connaissance et le savoir, hem, en haut de toutes les priorités. d'accord, Après manger et avoir chaud, parce qu'on habitait dans le nord, il fait très OK, froid dans le nord. C'était la question du savoir, donc la fréquentation des bibliothèques. Moi, je suis rentrée en CP, je savais parfaitement lire et écrire. d'accord, Voilà. OK, Donc c'est vraiment, si tu me demandes qu'est-ce qui m'a marqué dans mon enfance, je te dirais les livres, OK, voilà, les livres, l'écriture et le rapport à la connaissance. d'accord, Mmh. d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure, de ton parcours, tu t'es orientée vers la psychologie? Toujours ce besoin d'aller comprendre comment ça fonctionne. OK, Voilà. c'est ce qui t'a attirée dans ce C'est ce domaine? qui ouais. J'avais besoin de comprendre comment les comportements humains, Oui, se mettent en place. OK, Qu'est-ce qui fait qu'on est timide? Par exemple, moi j'avais une relation, très fusionnelle avec ma petite sœur, paix à son âme, et pourtant on était très différentes l'une de l'autre, OK. et on ne réagissait pas du tout de la même manière face aux mêmes événements, et déjà petite, ça m'intriguait. Qu'est-ce qui faisait que Nora, elle réagissait comme ça et moi je réagissais comme ça? Mmh. D'accord. Ouais, du coup, ça t'a poussé à Ouais, à comprendre, comprendre, ouais, ouais, ouais. à aller chercher le sens, Voilà, ouais. d'accord, d'accord. J'ai enfin voilà, je pense que j'avais 14-15 ans, bon, à la bibliothèque, on me laissait fréquenter le rayon des adultes, OK, donc je lisais déjà des bouquins de psycho et cetera. Ça me d'accord. passionnait Ah, vraiment. ça te passionnait Mmh, déjà? mmh. OK, et du coup, au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui t'a fait basculer, vers le métier, ben, d'éducatrice spécialisée? Ouais. Bah, c'est plus une opportunité parce que ma dernière année, donc on fait des stages, sur les dernières Oui, années. Et à l'occasion de ces stages, bon, je m'étais pris une remarque par un de mes, je sais plus comment on appelle ça, un de mes référents maîtres de stage, dans le centre de rééducation fonctionnelle où je faisais mon stage en psychopatho, OK, et qui m'avait dit en fait qu'il fallait que j'arrête de manger avec les enfants. Parce que ça, c'est les éducateurs qui le faisaient, pas les psychologues. d'accord, Donc déjà ça m'avait un petit peu titillé, et je faisais 2 stages puisque je faisais un stage en psychopatho, et je faisais un stage en psychologie du travail dans un centre de réinsertion professionnelle pour des adultes en situation de handicap, ah oui, et à cette occasion, on m'a proposé un poste d'éducatrice spécialisée. Donc d'accord, comme beaucoup d'étudiants, je faisais plein de petits boulots pour joindre, les 2 bouts, donc je me suis dit: «Bah, tiens, je vais prendre le poste», et en fait, j'ai pas présenté ma soutenance, j'ai pas terminé mon d'accord, mémoire, OK, et je me suis dit: «Bah, je ferai ça plus tard quand je serai grande». OK, Voilà. OK, ça a dû être une décision importante pour toi, du coup, Oui, ouais. Oui, mais c'était fait sans, j'avais pas l'impression d'abandonner quelque chose. d'accord, Pour moi, OK, c'était naturel, en OK, fait. Quand il m'a proposé ce poste d'éducateur spécialisé, je me suis rendu compte, en fait, que, c'était, enfin, pour moi, c'était quelque chose de logique, et je me suis dit, à l'époque: mmh «De mh, toute manière, la vie, elle me ramènera, en psycho si je dois représenter mon enfin, il ouais, y a plus grand chose à faire si je veux valider mon OK, diplôme, quoi». OK. Ouais, parce que tu Voilà. étais quand même allée, J'étais allée jusqu'au bout, en tu fait. jusqu'au bout, il y avait C'est juste juste la que j'ai pas validation. la validation que j'ai pas faite. D'accord, Mais parce que je venais de commencer un boulot, et je me suis laissée emballer par le boulot, et OK, puis j'avais plus trop envie de mettre mon nez dans mes livres, enfin pas forcément dans mes livres, mais dans le travail d'écriture parce que
c'est prenant quand même. OK, J'avais envie de mettre mes mains dans le travail, en c'est fait, ça. dans le vrai Mmh. travail. À ce Mmh. moment-là, tu avais envie Ouais, vraiment de passer dans l'action, voilà, ouais. d'être dans le faire Dans le f plutôt que d'être, Simplement, voilà, dans la pensée, dans voilà, la mentalisation, du tout métier. voilà, et comme à D'accord. l'époque, je voulais vraiment m'orienter vers la psycho du travail et tout ce qui était, organisation. D'ailleurs, j'en ai parlé à Ludivine d'un bouquin que je lisais à l'époque qui était, «L'organisation en analyse» de Henriquez. Et parce que du coup, ça me ramène un peu à tout ce qu'on est en train de faire actuellement avec, l'intelligence collective, et je me dis: «Voilà, c'est pas anodin, en fait», et pour moi, je me disais: «C'est pas déconnant que je me mette à travailler avant de OK, devenir psychologue du travail». OK, Voilà, pour moi, c'était cohérent. OK, Donc j'ai pas eu l'impression de renoncer à quoi que ce soit. OK. Mmh. Donc d'après ce que je comprends, tu finis tes études, tu décides de pas aller jusqu'au bout et plutôt Mmh. d'être sur le terrain. Mmh. Hem, heu, Est-ce qu'à un moment donné, donc tu es sur le terrain, tu as un peu les mains dans le cambouis comme on Mmh. dit, heu, puis finalement, par rapport à ton parcours, Mmh. de ce que tu m'as partagé Mmh. en aparté, tu finis par faire ton master 2, Mmh. reprendre des études et puis, tu vas vers des postes De plutôt direction. de cadre, de Mmh. direction. Comment tu vis cette transition de femme de terrain, et après de cadre, Mmh. la différence, tu étais dans le truc, Mmh. après tu es «au-dessus» entre Mmh. guillemets. Comment tu vis cette évolution? Alors moi, il se trouve que, quand j'étais éducatrice, je suis restée 10 ans au même endroit, comme éducatrice, et je faisais toujours plus que ce qu'on attendait moi comme éducatrice. C'est-à-dire que j'étais un peu, beaucoup travaillé avec mon chef de service sur des outils, sur de la réflexion, et cetera, et un nouveau DG, et il m'avait interpellée en me disant: «Faudra que tu fasses autre chose. D'accord, Voilà, faut pas que tu restes, éducatrice, il faut vraiment que tu te formes», et pour moi, ça a été ce qui a été compliqué, c'est d'accepter l'idée que, issue d'un milieu ouvrier, je pourrais devenir autre chose qu'une éducatrice de terrain. Ça a été d'accord. pour moi, Mmh. le travail le plus difficile à faire, et d'ailleurs je me suis fait accompagner pendant 1 an avec un D'accord, psychologue, et hem et c'est une fois que ce travail a été fait, par contre, là, quand j'ai pris ma décision, j'ai choisi l'école, puisque moi j'ai choisi l'IAE, je voulais faire l'IAE, à une époque où tout le monde disait que pour être cadre, il fallait faire le CAFDES. Moi déjà, je disais le CAFDES, à mon avis, sera dépassé dans quelques années. J'ai toujours OK, eu cette intuition, en fait, OK, et mon intuition se confirme. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les masters d'IAE qui sont les plus reconnus, OK, alors qu'à l'époque, voilà, et heu et j'ai bataillé et j'ai pris sur mon temps. C'est-à-dire que je travaillais comme éducatrice et je faisais mon master en même temps. Mais le d'accord, gros du travail, OK, alors bien sûr, c'est très intense, mais le gros du travail pour moi, ça a été d'accepter, que fille d'ouvrière, je pouvais accéder à autre chose. d'accord, Mmh. d'accord. Ça a été un défi, Ah ouais, ça a été quelque chose d'important. Ah, vraiment un passage, OK, ouais. OK et du coup, tu t'es fait aider pour ça? Oui, avec un psychologue. Et comment tu es arrivée à surmonter bon, OK, il y a eu l'aide du psychologue, mais comment tu es arrivée à surmonter ce défi? Et ben, je pense que ça a vraiment été, alors j'ai la chance aussi d'avoir une fratrie qui est, on fait tous des études supérieures, et finalement à regarder autour de moi et à me dire: «Ben, en fait, c'est la même chose pour mes frères et c'était la même chose pour ma OK, petite sœur qui est ingénieure chimiste». Et me dire: «Ben, en fait, tous, ils ont accepté, qu'on n'était pas obligé de rester, comme nos parents», et puis je pense aussi beaucoup les discussions avec mon père, d'accord, qui m'a, en fait, peut-être que j'avais besoin qu'il me donne cette autorisation, quelque d'accord. part, Mmh. et qui m'a dit un jour: «Si on s'est sacrifié pour que vous fassiez tous des études supérieures, c'est justement un peu pour ça, ma fille, hein. C'est pas Ouais, pour que pas c'est pour que pas vous restiez ouvrier. voilà, c'est pas OK, pour que vous restiez, ouvrier ou que mmh, vous gardiez des moutons». OK. Voilà, Ouais, donc après bon, on se dépasse, on peut se dépasser, enfin on peut s'épanouir en étant oui, oui, ouvrier tout mais à bon fait. pour vous, pour toi, c'était Mais pour mes important oui, de mais c'était, et pour mes parents surtout, c'est que pour eux, eux qui avaient surtout ma maman. Ma maman avait vraiment une très, très grande souffrance de ne pas avoir appris à lire et à écrire. d'accord. Ouais. Mmh. Donc c'est pour ça qu'ils le mettaient, c'est pas que pour eux, c'était la seule voie de réussite, hein, c'était pas ça qu'ils nous disaient. C'est que, ils disaient: «À partir du moment où vous saurez lire et écrire et que vous aurez fait des études supérieures, même si vous décidez demain de garder des moutons, c'est un choix que vous aurez fait, pas OK, un choix qui vous est imposé». OK. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai Ouais, je retenu comprends. Mmh. dans l'éducation de mes parents. Mmh mh. Mmh, OK, mmh. OK et
Et finalement, bah, forte de toute cette expérience, dans le salariat Mmh, finalement, mmh. qu'est-ce qui te pousse, à vouloir, aller, vers l'indépendance, prendre enfin te libérer du salariat pour être indépendante? Qu'est-ce Mmh. qui te pousse là-dedans? Bah, moi, j'ai cru qu'éducatrice spécialisée, en devenant cadre, j'allais pouvoir, me sentir libre. Parce que moi, j'ai besoin je crois que si on parlait des valeurs du travail, je crois que les 2 choses les plus importantes, c'est l'indépendance et la liberté. Mais D'accord, pas forcément une liberté géographique et cetera, c'est une liberté de penser. Et en fait, je me rends compte qu'en étant cadre et pourtant je bouge, hein, parce que j'ai du mal à rester, au même endroit. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai résolu les problèmes et cetera, d'accord, j'aime bien aller ailleurs et faire autre chose et je me rends compte, en fait, que j'étouffe. Voilà et ça se traduit constamment par la même problématique, c'est-à-dire une prise de tête avec mon N+1. Donc d'accord. je mets ça au travail avec, puisque je supervise, en fait, ma pratique de directrice, depuis le début, persuadée que ce que m'apporte l'école n'est pas suffisant pour endosser ce costume. Donc moi, je décide de financer en fait une supervision avec un psychologue, tous les mois. Donc j'ai fait ça toute ma carrière de directrice, mais je sens que ça bloque. Voilà D'accord, et ça se traduit toujours, par un espèce de conflit avec mon directeur général ou avec le conseil d'administration, donc avec une forme d'autorité d'accord. et là, je me dis, «Là, il y a un truc». Ouais, ce besoin de liberté Ouais, commence ouais, à tu ouais, ouais, pensais le trouver en étant ouais, cadre, ouais en et étant même en tant que directrice et ouais, finalement, ouais. tu le trouves pas? Je le trouve pas OK. et donc je sens que ça bloque. Mmh mh. Donc là aussi, je remets ça un peu au travail. OK. Mmh. Et c'est quoi en fait, c'est quoi qui bloque finalement? Parce que, heu, c'est quoi cette liberté que tu cherches à avoir mais que tu n'arrives pas à avoir dans ce poste-là? Et ben, c'est la liberté, c'est principalement la liberté de penser et de pouvoir orienter mes actions et mon travail, de la manière où, moi je conçois, mon mode d'accompagnement. Parce que ce soit en tant que directrice ou en tant que coach ou consultante, Mmh mh. on est là pour accompagner et ce qui me manquait dans, la fonction de direction, c'était que, je devais répondre à des injonctions, au lieu de répondre aux besoins. D'accord. Voilà et ça, petit à petit, j'en prends conscience où finalement, je me dis: «C'est du gâchis». Mmh, pas simplement en parlant de moi, mais en parlant de beaucoup de directeurs qui sont dans cette situation, mais qui n'ont pas fait ce choix. D'accord. Mais c'est du gâchis parce qu'au lieu d'être au service des besoins et des attentes des publics accueillis, on est finalement au service des injonctions qui OK. viennent plus haut. Mmh mh. Oui, du coup, Voilà, finalement, tu es pas finalement dans le métier, voilà, que j'ai choisi, que tu as choisi, voilà, qui est d'accompagner l'autre. d'accompagner l'autre. D'accord. Et de ce fait, donc tu décides de ton passage vers l'indépendance. Où tu as trouvé le courage de te lancer? Quels ont été les plus gros défis face à toi-même, face aux Mmh. autres? Comment tu vises tout ça? Bah, on va dire déjà dans ma famille, où pour mon père, je quittais, un CDI, je Mmh. quittais un très, très bon Une salaire, une voiture de sécurité? Mmh. fonction, enfin une sécurité et Mmh. cetera. Hem, donc forcément, ça a généré un peu d'angoisse chez lui, mais Mmh. à force d'en parler, il a compris, il a été rassuré, je pense, OK. par le fait que pour moi, c'était juste. À nouveau, OK. c'était pas quelque chose que je subissais, c'était un choix. Voilà, c'était un choix. Donc ça, c'était important pour moi que mon père le comprenne. Le reste de ma fratrie, Il y a pas de ils ont compris, il y avait pas mmh de souci. De toute façon, ils m'ont dit: «De toute façon, enfin voilà, on t'attachera pas, on pourra pas faire autrement». Et après le plus gros défi, ça a été vis-à-vis de moi-même parce qu'effectivement, je quittais un statut social, je quittais une sécurité financière. C'est confortable quand même Ouais, c'est et sûr. puis, Mmh. il y a aussi le statut social, c'est-à-dire que tu es madame web, tu vois? C'est ça. Ton visage est connu, ton nom est Mmh mh. connu et cetera et donc tu quittes ça pour l'ombre, en fait. Tu sais pas trop où tu vas et voilà, pour moi, ça a été quelque chose de compliqué parce que finalement, on quitte quelque chose de connu, mais même si on sait que, il y a c'est ce qu'on a envie de faire, on le sent profondément à l'intérieur de soi, mais on ne sait pas si on va vivre de son activité, on ne sait pas si les clients, on va les trouver et cetera. Donc il y a quand même une part d'incertitude, Bien sûr, qui quelques nuits empêche de dormir quand même. bien sûr, bien sûr. Mmh. Et tu t'es tournée vers quels outils, vers quelle, peut-être personne, mentor pour Mmh. t'aider dans ce cheminement? Et ben, moi, il y a 2 personnes qui ont été,
enfin 3 personnes, parce qu'il y a mon père aussi. C'est vraiment quelqu'un à qui Mmh. je parlais constamment de ce que Dans je le faisais, sens les voilà. OK, Et ça, c'était quasi, je vais pas dire quasi quotidien, mais presque. Donc moi, c'était important d'avoir son retour, qu'il me dise, «Vas-y, voilà, suis ce que tu veux faire». Il y a eu, Johan, voilà, OK. qui m'a donné la force juste par quelques mots. Il y a pas fallu qu'on en fasse 10 en fait, mais deux trois échanges dans les moments où j'étais en doute, Mmh. 2-3 mots bien placés. Peut-être c'était juste ce qu'il fallait que j'entende et pour me lancer, et la chance d'avoir, même si on vit pas sous le même toit, un compagnon qui est, je dis toujours, c'est mon plus grand fan, voilà. Il croit, ça fait 7 ans, heu, depuis le début. Il est persuadé que c'est ce qu'il faut pour moi et heu et voilà, et qui est là dans les moments de doute et cetera, parce que je me rends compte à quel point c'est important d'avoir à ses côtés, au quotidien, quelqu'un qui soutient cette démarche. Mmh. Je comprends. J'imagine que ta transition, s'est faite petit à petit. Mmh. Mmh. Tu as pas dit d'un coup, du jour au lendemain: «Je ferme la porte, de directrice et je me lance direct, dans l'indépendance, dans autre chose». Il y a eu une transition. Est-ce qu'il y a eu des moments clés, Oui. des tournants, importants qui t'ont, confortée Mmh. Mmh. dans cette voie? Mmh. Tu peux nous en parler? Oui, Oui. en 2018, j'ai décidé une première fois de quitter mon statut de salarié pour me lancer en tant que consultante. J'ai des missions, dans une association, parisienne, en Bretagne et cetera. Ça se passe bien et je commence à avoir des problèmes de santé. Bon, je ne sais pas si je peux le nommer là, mais Oui, oui. qui voilà, une spondylarthrite Mmh ankylosante mh. qui fait que pendant quelques mois, je me retrouve à ne plus pouvoir bouger, en fait. Je marche avec un déambulateur, je ne peux pas bouger. Et donc là, je commence un petit peu à être en panique parce que je me dis: «Je peux plus faire les trajets». Paris Mmh. encore ça allait, mais me déplacer en Bretagne une fois par mois, alors que c'était une belle mission qui était bien payée et tout, je me dis physiquement: «Je peux plus faire ça». OK. Et la vie, bizarre, au même moment, l'association dans laquelle j'interviens en tant que consultante cherche un directeur pour un établissement qui est en crise, et une des directrices me dit: «J'ai donné ton nom à la DG et la DGA, parce que je pense que cet établissement, il a besoin de toi». Et donc je rencontre, l'équipe de direction générale, et là, je me dis: «Avec mes problèmes de santé, je ne sais pas vers où je vais et cetera», donc je prends le poste. Donc j'étais à Marseille, je remonte à Paris, je prends le poste, mais je précise que, parce que j'ai insisté pour avoir un CDD, je précise que je ne resterai pas, en fait. Je D'accord, sais que je ne resterai pas, d'accord. mais la mission m'intéresse. Et effectivement, 2 ans après, je démissionne et je je sens que ça commence à me peser. Je démissionne, mais je me trompe dans ce que je crois comprendre de ce qui m'attend. Et du coup, D'accord. je démissionne pour prendre un poste dans le sud. Mmh. Et en fait, en prenant le poste dans le sud, je me fais royalement chier, voilà. D'accord, Le travail n'est pas c'est pas très compliqué, mais je m'ennuie. d'accord. Je me prends la tête avec la DG Mmh mh. à nouveau. Et alors, je ne sais pas si ça a un lien, mais le week-end de mon anniversaire, il se trouve que je suis, chez Isa, qui, me propose un saut, je sais pas, non, un vol en parapente D'accord. et en biplace. J'ai très peur, mais je décide de le faire, et j'ai vraiment peur. C'est-à-dire que, j'en ai pleuré quand, j'ai atterri. Enfin, je ne sais pas quels sont les mots, mais quand j'ai retrouvé la terre ferme, heu, j'en ai pleuré. Et en fait, beaucoup d'émotions dans ce moment qui a été magnifique. Le lendemain, donc c'est un lundi, on a passé le week-end, je crois qu'on est arrivé le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Le mardi, je retourne au travail et 1re pré enfin, j'ai des échanges avec ma DG et là, Mmh. je sens qu'il y a quelque chose qui monte en moi. L'après-midi, on a un CODIR et elle parle, et là, je me lève et je dis: «Ça suffit». Je suis en période d'essai encore et je dis: «Là, ça suffit, on arrête». Elle me dit: «Mais qu'est-ce qui vous prend?» Je dis: «On arrête, stop. Mais vous pouvez pas faire ça et cetera». Je dis: «Bah si, la preuve, je m'en vais». Et là, elle dit: «Bah ça tombe bien, de toute façon, moi aussi j'aurais mis fin». Je dis: «Bah ça tombe très bien, comme ça on est d'accord toutes les 2 et on arrête». Et en plein D'accord. milieu de l'après-midi, je prends la voiture
et je m'en vais, je rentre chez moi et je dis: «Laissez-moi le temps de trouver une solution pour la voiture parce que c'est un véhicule de fonction. Je vous rendrai le véhicule en fin de mois». Voilà. Et donc là, je rentre chez moi et en même temps, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait?» Mais je sentais que c'était juste plus possible. Donc par contre, je partage ça avec les coachs de haut débit. Je leur dis: «Bah, écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je saute». Et finalement, l'angoisse me reprend un peu quelques semaines plus tard en me disant: «Mais tu démissionnes, tu as pas le chômage, hein». Eh beh, Donc c'est sûr. voilà. Mmh. Donc je commence à me demander si j'ai pas fait une erreur et cetera et je reçois quelques coups de fil à droite et à gauche de gens qui me connaissent, qui me Mmh. proposent un poste et cetera et je finis par avoir une proposition de poste pour un poste de DG à Paris. OK. Donc un projet très innovant et cetera. Je fais, des mises en situation avec le conseil d'administration sur des aspects budgétaires. Enfin voilà, ça dure très longtemps. Moi, je m'éclate à faire ça, j'aime bien. OK. Et j'aime bien à nouveau comprendre, voilà et donc je m'éclate à passer les entretiens, tout ça. J'ai le poste, on se met d'accord sur le salaire et cetera. J'ai ma promesse d'embauche, on est en novembre 2023, non 2022 et je revenais d'un séjour dans le désert et je me dis: «Je vais retourner dans le désert, j'en ai besoin en fait, j'en ai besoin». Je repars dans le désert pour fêter, le réveillon en fait dans le désert avec quelques guides, en mode vraiment, nature quoi OK. et je me sens bien là-bas, mais au fur et à mesure que la date de retour en France approche, je sens une angoisse monter, d'autant que j'ai rendez-vous à Paris pour rencontrer ma nouvelle équipe. D'accord. Et la veille, je suis dans un Airbnb, à proximité de mon nouveau lieu de travail et je n'arrête pas de pleurer. Donc mon chéri, au téléphone, me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Je lui dis: «Écoute, je ne sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de pleurer». Il me dit: «Il faut que tu t'écoutes un petit peu». Et je dis: «Bon, bah, écoute, je vais quand même aller rencontrer l'équipe». Je rencontre l'équipe qui est absolument charmante. Enfin voilà, il y a vraiment, ils m'attendent, je sens qu'ils m'attendent. Je retourne au Airbnb pour prendre mes affaires et retourner dans le sud et j'arrête pas de pleurer sur le trajet. Donc je débriefe un petit peu, j'appelle mon père. Et je finis par comprendre, en fait, que je n'ai aucune envie de prendre ce poste de DG. C'est vraiment pas ça qui m'attend. Je sens que c'est pas ça. Donc je me dis: «Je vais appeler le conseil d'administration et je vais leur dire que je renonce au poste». Bon, j'avais peur qu'ils me collent un procès, Mmh, parce que je sur comprends. des postes comme ça, ils dépensent quand même beaucoup d'argent pour, le recrutement. Donc ils étaient en droit, en fait, de OK. me demander un dédommagement. Bon, je discute avec eux et ça se termine bien. Donc je renonce au poste. Et à partir de là, je me dis: «OK, maintenant je sais que c'est terminé». Il a fallu que je le fasse en plusieurs étapes. OK. C'était Mais maintenant plusieurs je sais étapes. OK. que voilà, maintenant je sais que je veux pas d'un poste de Mmh. salarié, j'en veux plus, que ce soit DG, directeur, ce que tu veux, Mmh. je n'en veux pas. Mmh. Ce que je veux, c'est, être indépendante. OK. Ta Voilà. transition a été longue, Mais mais voilà, tu as eu besoin je vraiment de, ouais, de de choc, on va oui, dire, c'est ça. pour Ouais, comprendre vraiment ouais, que c'était pas ouais, la voie, le salariat, c'était pas ouais. la voie, que tu Mmh. avais vraiment envie de Et quand j'en ai discuté d'indépendance. avec Johan, il m'a dit: «Bah, oui», il m'a dit: «Moi, quand tu m'as dit que tu avais, passé des entretiens pour un poste de DG, je me suis dit: "Bah, on va attendre, en fait, comment ça va se manifester".» Donc lui, il a pas été étonné quand je lui ai dit que finalement j'avais renoncé au poste. Mmh. Ouais, je comprends. Et tu dis souvent que, que nos pensées créent notre réalité. Oui. Heu, dans ce que tu partages là, Mmh. à quel moment, du coup, tes pensées ont créé ta réalité? Bah, à partir du moment où, j'ai accepté l'idée que, je pouvais de la même manière que j'ai dû accepter l'idée que je pouvais passer d'un statut d'éducatrice spécialisée à un statut de cadre. Mmh mh. Il a fallu que j'accepte l'idée que je pouvais passer d'un statut de salariée à un statut d'indépendante, que, c'était quelque chose que je méritais. C'est-à-dire qu'au lieu de le penser comme étant quelque chose de dangereux Mmh. et ben, c'était un cadeau. C'était vraiment ça, c'est-à-dire de te dire: «Safia, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même et tu le mérites en fait, tu y as droit». OK, C'était vraiment OK, ça. ouais. C'est vraiment dans ce c'était pas en termes de compétences, est-ce que je vais y arriver et cetera, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était: «C'est beau en fait, si tu arrives à le faire», parce qu'en plus derrière, pour moi, ce qu'il y avait, c'était la liberté géographique et d'aller vivre au soleil, Ouais, tout simplement. Juste parce qu'avec mes problèmes de santé, bah, l'humidité, c'est quelque chose qui me fracasse. Donc j'ai besoin d'avoir du chaud, en fait d'accord. et donc pour moi, tout ça, c'était important et je me disais: «Je le mérite, en fait. C'est un beau cadeau que tu te feras à toi-même et tu le mérites» et c'était en ça que, OK, voilà. Mmh. OK.
que cette pensée a créé ta Oui, tout réalité, à fait, ta ouais, réalité ouais, d'aujourd'hui. ouais. Et du coup, cette maxime, comment elle se traduit dans ton approche avec les personnes que tu accompagnes? Et ben, sur leur système de croyance, voilà. D'accord. Et tout le temps, quand on me pose la question de: «Est-ce que j'ai un conseil à donner?» J'ai pas de conseil à donner, mais par contre, je rappelle tout le temps ça. Comment nos pensées peuvent créer notre réalité, parce que c'est ce qui fait que tu peux aller comme ça ou tu peux aller comme ça. C'est ce qui fait que tu peux être, up ou que tu peux être down, tout D'accord, simplement. d'accord. Tu te sers, pour maintenant l'accompagnement, dans tes accompagnements de diverses techniques Mmh. dans l'énéagramme, Oui. l'énéagramme et la systémie. Hem, Comment ça s'articule dans ton accompagnement? Bah, l'énéagramme, va permettre en fait la compréhension de soi, et par la compréhension de soi, c'est laisser la place aux autres. D'accord, Souvent quand on me dit: «Ah, je vais comprendre les autres», quand on me dit, «Je vais me comprendre moi et je vais comprendre les autres», je dis: C'est surtout qu'une fois que tu te seras compris toi, tu vas foutre la paix aux autres». Voilà, c'est surtout ça qui est important. OK. C'est pas tellement C'est ce qui rend l'outil c'est efficace, ce en qui rend fait. voilà, voilà. C'est pas d'essayer d'aller comprendre les autres, c'est que en te comprenant toi, Mmh. tu fous la paix aux autres et tu OK. les laisses vivre ce qu'ils ont à vivre, et ça vient changer complètement. Et le deuxième outil pour moi qui forcément doit être en relation avec, c'est, la systémie, parce que, bah, on vit pas sur une île déserte. C'est-à-dire que tu peux pas te contenter de te comprendre toi, il faut aussi aller comprendre ce qui vient chez moi faire résonance chez l'autre. Mmh. Mais ça, du coup, tu sors de la culpabilité, de la responsabilité, de «C'est de ma faute, c'est de sa faute» et cetera, et tu penses plus en termes d'interaction. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as une méthode pour accompagner ces personnes-là ou tu le fais plutôt à Ah, l'intuition, moi, je fais à l'intuition. D'accord, Voilà, c'est OK, vraiment, j'en avais pas forcément pris conscience, mais je me rends compte que l'intuition est quelque chose qui m'a guidée, OK, depuis que je suis petite, en fait. OK. Ouais. Est-ce que tu peux, même si, tu le fais à l'intuition, est-ce que, tu t'appuies sur des méthodes, de travail, d'accompagnement qui sont quand même là? Oui, parce que, la méthode de coaching, c'est pas, parce qu'il faudrait pas confondre l'intuition avec une discussion, en fait. D'accord. Voilà, c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer, quand je fais mes accompagnements. C'est ce qui va changer une discussion entre, parce que le questionnement pourrait être une simple discussion entre 2 amis. Ce qui vient changer, en fait, la discussion entre 2 amis Mmh. et à une séance d'accompagnement de type coaching, c'est l'intention que l'on met dans l'échange. Donc l'intention, elle est pas dans les réponses que je souhaite que la personne me donne, elle est pas du tout là, mais l'intention, elle est dans, que la personne qui a défini un objectif, en fait, de travail puisse, avancer vers cet objectif-là. Alors D'accord. que quand on est dans un échange entre amis, on est juste dans un échange entre amis. Oui. Voilà, donc l'outil OK. principal, c'est le questionnement. L'outil principal, c'est le questionnement. Mmh. OK, lié avec l'énéagramme, la Voilà, systémie, tout tout à ça, ça fait. permet à la personne de D'avoir une se compréhension. Voilà, d'elle-même et du coup de s'ouvrir à voilà, l'extérieur sur ce voilà. qui est Ouais, important pour elle. ouais. Après, c'est D'accord. vrai que j'ai fait une formation en hypnose, donc forcément, il y a des choses, qui viennent impacter. C'est vrai que j'en avais pas parlé, mais j'ai fait une formation de thérapeute familiale et conjugale. Mmh mh. Donc là aussi, c'est beaucoup d'outils, en fait, systémiques. Mmh. Hem, donc c'est tout ça, en fait. L'idée, c'est tout le temps de comprendre la personne et d'aider la personne à se comprendre, et après, elle, dans un système. Mais D'accord, d'abord, on commence par elle. d'accord, Voilà. d'accord. Qu'est-ce que ça évoque, chez toi l'authenticité? Je veux dire, s'il y a une qualité que je devais revendiquer, en tout cas, c'est celle que j'essaye d'incarner, c'est, l'authenticité. C'est en étant authentique. Alors, j'ai longtemps cru que l'authenticité mettrait en évidence une faiblesse chez moi. C'est-à-dire que dans ma D'accord. tête, c'était confus. Si je suis authentique, alors ça voudrait dire que je vais montrer des parties de moi que j'ai pas envie que les gens voient. Parce que s'ils les voient, je me souviens que c'est exactement ça que je disais. C'est comme si j'avais une carapace Mmh. et que cette authenticité, elle laissait montrer en fait des petits trous, et que dans ces petits trous, il pourrait y avoir des gens malaisants qui viendraient mettre une aiguille pour venir détruire tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça que je le disais, c'est comme ça que je le vivais. D'accord. Donc surtout, je pouvais être authentique dans ce que j'étais de fort, mais surtout pas aller montrer l'authenticité de ce qui était, l'autre partie de moi. Je voulais surtout pas le Mmh. montrer parce que Mmh pour mh. moi, c'était dangereux, Mmh. et c'est tout le travail que j'ai fait, avec Odébi.
heu, qui m'a permis de comprendre que finalement c'était pas dangereux. Mais il m'a fallu du temps, hein. C'est pas venu comme ça, mais il m'a fallu du Oui, temps, parce ouais. que, heu de la façon dont tu en parles, on pourrait se dire, elle accompagne les personnes avec l'énéagramme à se Mmh, connaître, elles-mêmes, ouais, pour aller vers l'extérieur et puis finalement, ouais, l'authenticité, oui, c'est bien à l'extérieur, ouais, mais pas à l'intérieur, ouais, ouais, ouais. ça Mais peut ce paraître un peu travail paradoxal oui, oui, bien finalement. sûr, Mmh mh. mais ce travail, je l'ai fait de longue haleine et d'ailleurs, j'ai même fait une pause, depuis que je suis rentrée dans Haut-Débit. J'ai même fait une pause pendant 1 an et demi où j'ai plus voulu prendre de coaching parce qu'il fallait que moi, j'avance sur ce sujet-là. Sinon c'était malhonnête. Mmh, je comprends, ouais. Je sentais qu'il y avait quelque chose Mmh mh. de pas OK. D'ailleurs, Mmh. je n'ai pas au présentiel. Mmh mh. Pourquoi venir puisque je n'étais pas capable de me mettre à nu? Alors je ne sais pas si mettre à nu, c'est le sujet. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'était pourquoi venir en fait au présentiel Mmh mh. puisque je n'étais pas capable de faire ce que je demandais à mes clients de faire. D'accord. Donc j'ai eu besoin d'une pause d'à peu près Mmh. 1 an et demi Ouais. pour cheminer là-dessus Mmh. et puis quand je l'ai senti et c'est ça qui est bien avec Au Débit, c'est que moi je me suis jamais sentie, mis en tension ou jugée parce que je venais pas et cetera. Comme si en fait tout le monde, enfin de façon, inconsciente et collective, comprenait ce que chacun a à faire dans son histoire par rapport à ça et quand je l'ai senti, ben, je suis revenue naturellement. D'accord. Voilà. Mmh. OK, et aujourd'hui, tu es authentique, Et aujourd'hui, avec oui, toi-même, ouais. avec les C'est autres, ce qui me c'est permet de plutôt faire ça. cet exercice que j'aurais pas pu faire il y a 1 an. D'accord. Mmh. D'accord. Donc pour en revenir à maintenant, ton métier d'indépendante, de Mmh. coach, tu te tu as tu fais un peu d'intelligence collective avec Mmh. des Mmh. organismes, mais aussi là, ton but là, principal maintenant, c'est de travailler d'accompagner, en VAE, en Oui, tout à validation fait. d'acquis d'expérience, des éducateurs Mmh. qui ne sont pas encore éducateurs, qui ont envie Ouais. de valider leur expérience et tu t'es formé pour ça, Mmh. tu les accompagnes, tu es jury Mmh. dans les VAE. Qu'est-ce qui te pousse à aller là-dedans? Qu'est-ce qui te porte Beh, qu'est-ce qui te nourrit? ce qui me porte, c'est vraiment, mon rapport, à la société. Je dis toujours que, hem, il faut avoir en tête, un projet, quelle société on veut. C'est-à-dire qu'en tant qu'éducatrice, en tant que directrice, c'est quel type de société je veux incarner demain. Mon papa, il nous a appris, parce qu'on est issus d'un milieu ouvrier, parce qu'on était des femmes et parce qu'on était d'origine maghrébine, notre père, il nous a appris à nous identifier. Il a eu ces mots-là très intelligents, alors il nous les a expliqués en berbère, hein, mais de dire, quand vous avez 10 ans, vous vous, identifiez à l'enfance. Quand vous aurez 14 ans, vous vous identifierez en tant qu'adolescente, puis après en tant qu'étudiante et puis un jour en tant que femme d'affaires. En tout cas, je l'espère pour vous et il nous a appris ce que c'était avec ses mots à lui, il nous a appris, ce qu'on pouvait mettre derrière en fait sa propre évolution et pour moi, ça a toujours été important de quel type de société je à quel type de société je participe demain. Moi, je parle beaucoup de société apprenante. Je D'accord. crois que dans nos interactions, on s'apprend les uns les autres et c'est quelque chose qui est très important. Donc moi, mon métier d'éducatrice, même si je ne le fais plus aujourd'hui, Mmh mh. je pense que le monde a besoin, comme on a besoin d'accompagnants, de coachs, je pense que le monde a besoin d'éducateurs. Ce sont des gens qui sont importants et il y a plein de gens qui sont absolument extraordinaires, juste qui n'ont pas le diplôme. Donc Mmh pour mh. moi, c'était important de les accompagner pour valoriser cette Mmh. compétence, Mmh mh. mais pas simplement à avoir un diplôme. Dans mon accompagnement, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils comprennent qui ils sont, quelle est leur valeur ajoutée en tant qu'humain dans cette Mmh. fonction d'éducateur spécialisé. Mmh. Ça va au-delà d'avoir juste un diplôme, en fait. Mmh. Oui, la transmission de ce qu'ils sont Oui, et de ce qu'ils vont pouvoir donner ensuite, ouais, c'est ça qui voilà, est important voilà pour toi? et c'est à quel type de société ils vont participer. Voilà, D'accord. ça, c'est un truc qui est important, ouais. OK, et c'est, cette transmission, ça semble Mmh, important pour toi. Dans tes missions d'intelligence collective, mmh, auprès d'organismes, mmh. dans le social Dans le aussi, social, parce ouais. que Mmh, c'est vraiment, là-dedans que tu excelles, c'est ça aussi que mmh. tu C'est essayes de transmettre? tout à fait, ouais. OK. Mmh. Mmh. Parce que, on est, je disais ces métiers sont importants, mais c'est un métier qui est en très, très grande souffrance. Mais à Oui, j'imagine, nouveau, oui.
ça porte les germes. On peut pas comme les coachs, heu, nous, on a de la supervision, en fait. Mais les éducateurs, ils ont de l'analyse de pratique qui a été mise pour des mauvaises raisons, même s'ils l'utilisent, chaque éducateur l'utilise pour lui. Mais il leur manque en fait un espace pour venir, soigner un petit peu tout ce que, le prix qu'ils payent à venir s'occuper de l'autre. Et du coup, on est dans un monde, que ce soit les institutions ou les individus, on est dans un monde qui souffre. Et donc même, dans les organisations, j'ai ce souci de la transmission. D'accord. Et quelle société, toujours la même chose, Mmh. quel type de société on veut? À quel type de société on veut participer? D'accord et quels conseils tu pourrais donner, justement, à des personnes, qui souhaitent être authentiques et alignées, dans leur mission de vie ou qu'elle soit personnelle, Mmh. professionnelle? Mmh. Si tu avais quelques conseils à donner, qu'est-ce que ce serait? Forcément de commencer par un travail de connaissance de soi, ça me paraît, quelque chose qui est juste, essentiel, Mmh. et d'accepter que, Jung, il parlait des ombres, en Mmh. fait, d'accepter Pardon, que ça ouais. fait partie de notre être, et ça fait pas de nous des gens, bien ou moins bien. Ça fait juste, l'être humain, il est extraordinaire, mais il est extraordinaire justement parce qu'il y a, toutes ces nuances, et c'est en acceptant ça qu'on peut accepter son authenticité, et qu'on comprend que son authenticité, en tout cas quand on a envie de participer à une société qui est apprenante, ça fait un peu une espèce de contagion, et c'est notre propre authenticité qui va amener les autres à être authentiques. Et le monde a besoin d'authenticité. Mais quand je dis d'authenticité, c'est en acceptant sa noirceur ou sa faiblesse. Ou enfin voilà, Ouais, chacun, peu y importe. mettra le Mmh mot mh. qui convient pour lui. Ouais, c'est Mmh. l'authenticité, c'est accepter, ses forces et ses Tout faiblesses. à fait, voilà. Mmh. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Pour conclure, comment tu vois ton évolution dans ton domaine, dans les années à venir? Bah, moi, je suis assez tranquille avec ça. Mmh. Je me dis par contre que je ne peux pas simplement rester sur, parce que j'aurais tendance, moi j'aime beaucoup, l'isolement, j'aime bien être seule, voilà. Donc je pourrais avoir tendance à faire mon petit business tranquille, et puis voilà, et puis je pense que je m'en sortirai. J'ai pas besoin d'autre chose, et en fait, mon évolution dans mon travail, ce sera de participer à un collectif. Ce qui est pour moi un gap, un gap énorme, parce D'accord. que, participer à un travail collectif, et quand je dis un travail collectif, c'est pas forcément en termes de mission. C'est à une réflexion de type, collective. Mmh. Par exemple, moi, la responsabilité, sociétale de nos entreprises, puisqu'on a tous des entreprises Mmh. dans haut débit, donc que ce soit celle de haut débit ou celle de chacun d'entre nous en particulier, quelque chose d'important. Parce que là aussi, pour moi, ça vient dire à quoi on participe. Donc, voilà, c'est plus de mener des réflexions comme ça, de type collective, et de ne pas rester, dans quelque chose qui est confortable pour moi, qui serait de travailler sur mon petit business, et finalement, je peux m'en sortir toute seule. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, l'évolution de mon travail, c'est-à-dire de donner une dimension collective à ma manière de travailler. D'accord. Ta manière de travailler toujours dans le social Tout à ou fait. Bah, pas pas forcément, moi je forcément? pourrais, pour aller sur d'autres thématiques, ouais. D'autres Ouais, domaines? ouais. D'accord. OK. Est-ce que tu pourrais dire, hein, est-ce que tu as un petit tips à donner, quelque chose à dire à ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Donc qui vont regarder, Oui. ta vidéo pour te connaître un peu plus? Et ben, plus par rapport à eux, de dire que, prendre le temps de la connaissance de soi, c'est jamais du temps perdu, en fait. On peut avoir parfois l'impression, quel que soit le type d'accompagnement d'ailleurs, hein, Mmh. je ne sais plus à qui je disais que j'avais fait une analyse pendant plusieurs années et qu'elle a servi à rien. J'avais dit en rigolant que l'analyse termine quand, le client est fauché, voilà, et même si on a l'impression sur le moment que ça nous a rien apporté, Mmh. il y a forcément des choses qui se mettent en mouvement, et un travail sur soi, c'est pas, mes 3 séances qui ont changé quelque chose, en fait. C'est bien tout le Dans le travail, cheminement. voilà, tout le Mmh. cheminement. Moi, je suis passée par, Agnès, donc qui était sophrologue, où j'ai fait un travail sur les chakras, et cetera, qui peut sembler n'avoir aucun rapport. Mmh. Et je sais que ce travail m'a amenée petit à petit à m'ouvrir vers tout le travail, vers l'énéagramme, et cetera. Donc, il y a rien qui est inutile. Mmh.
Chaque petite pièce Chaque vient petite pièce, apporter, voilà, voilà. vient Ouais, finir ouais. le puzzle. Ouais, tout à fait. D'accord. Il y a pas une méthode, il y a pas un truc extraordinaire où on se dit: «C'est ça qui va changer quelque chose». Il faut accepter l'idée que, c'est un chemin. C'est pas un aboutissement, c'est C'est un c'est un chemin. chemin, voilà. Finalement, le chemin, c'est le plus beau, quoi. C'est le plus beau, ah bah oui, Mmh. ah oui, mais ça, j'en suis persuadée. Et il faut accepter que de temps en temps, bah, le chemin est un peu rude. Mmh. Bah, je dépose mon sac à dos, je regarde si dans mon sac à dos, il y a pas un peu trop de trucs. Voilà, je vide un peu. Je vérifie aussi, alors c'est parce que ça, c'était beaucoup à une époque. J'étais très fatiguée là sur mon chemin, et quand je posais mon sac à dos et que je faisais le ménage dans mon sac à dos, je me rendais compte que je portais le sac à dos d'autres personnes. J'étais le Sherpa, en fait, D'accord. hein. J'étais le Ouais. Sherpa de ma famille, Mmh. de Ah, mmh. l'institution, et cetera. Mmh. Donc j'ai appris aussi à faire le ménage dans mes sacs à dos et à repartir avec un sac à dos plus léger, mais dans lequel il n'y a que des choses qui m'appartiennent. D'accord. Voilà, Ouais, je ça, comprends. c'était important. Je comprends. Bah, Mmh. écoute, Safia, je te remercie pour cet échange, très Merci à toi, intéressant. merci à Et toi, puis, je te Céline. dis à bientôt À sur bientôt, un Céline. podcast, peut-être? Ouais. Je sais plus ce que je dis. Je sais plus ce que je dis au départ. Ouais. Ouais, bienvenue. Ouais, c'est ça, bienvenue sur le plateau de Baby TV. Attends. Oh, me fais pas ça! Si on le voit pas, on l'entend Non, on pas. voit pas. C'est pas comme nous, ça va? J'appuie comme ça pour, gérer. C'est bon, ça te filme? Ah d'accord, pardon. Piou!